Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, désormais l'ange Eddie, le prophète Eddie, le messager, le pédagogue. C'est lui qui est là pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets d'immigration. Ça, vous le savez, il n'y a même plus besoin de le dire. Bien, aujourd'hui, on va parler des documents à fournir au visa. Je vais vraiment aller dans les détails pour que chacun puisse se retrouver en fonction de son cas. Donc, je vous préviens, la vidéo sera longue. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais entrer dans les détails. Si la vidéo fait 2 minutes et puis quelqu'un vient me poser une question à laquelle il a répondu à la 17e minute, il n'y a pas à répondre. Hein? Donc regardez jusqu'à la fin. Si vous ne trouvez pas votre cas, là on pourra en parler. Mais regardez jusqu'à la fin. Hein? Pour ceux qui viennent de me découvrir, vous êtes sur la chaîne du meilleur youtubeur dans ce domaine. Vous ne le savez pas encore, mais si vous allez sur ma chaîne pour regarder les vidéos que je poste avec mes explications, vous allez être séduit par ce que je fais. Hein? Donc, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner premièrement, à me laisser un pouce vers le haut, à me mettre un j'aime sur cette vidéo-là naturellement, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis, on s'attrape après le générique. De retour. Alors, on va pas passer par 4 chemins, pardon. Déjà, ce qu'il faut savoir, pour les documents à fournir au visa, il y a, si je peux dire ça comme ça, il y a 4 volets. Il y a un volet administratif, il y a un volet pédagogique, il y a un volet logement et il y a un volet garantie financière. Donc, je vais prendre volet par volet pour que vous puissiez voir un peu voilà, de quoi il s'agit. Donc, je vais lister. Hein. Dans le volet administratif, ça doit être rangé dans l'ordre. Hein. Voilà, retenez ça. Dans le volet administratif, la première des choses que vous allez trouver, c'est, comment dire, c'est un formulaire de demande de visa long séjour pour études. Ce formulaire-là, il se remplit sur le site qu'on appelle France Visa Gouv. Vous tapez sur Google France Visa Gouv, vous allez voir le site en question dont je parle. Après, je vais faire une vidéo sur comment remplir ce formulaire, ne vous inquiétez pas. Mais la première des choses, c'est le formulaire de demande de visa. Après ça, ils vont vous demander votre quittance de paiement Campus France, ce qui montre que vous avez payé vos frais de Campus France. Donc, ça va faire partie du volet administratif. Après ça, vous allez ajouter votre accord préalable d'inscription délivré par Campus France. Voilà, vous allez mettre ça. Pour ceux qui sont acceptés au privé, l'attestation d'inscription délivrée par l'école, là, c'est pas obligatoire d'ajouter. Hein. Sauf si ça montre que vous avez payé un acompte. Sinon, l'accord préalable d'inscription, c'est déjà beaucoup. Hein. Donc, formulaire de demande de visa. Après ça, quittance de paiement Campus France. Après ça, le papier d'acceptation, l'accord préalable d'inscription, ou on appelle ça API souvent. Voilà, accord préalable d'inscription délivré par Campus France lorsque vous faites votre choix définitif. Après cela, vous allez ajouter votre passeport. Voilà, vous allez faire une photocopie des 2 premières pages. Ou si vous voulez même faire une photocopie des 4 premières pages de votre passeport. Voilà, vous ajoutez ça à l'intérieur. Après, il y aura à ajouter un récépissé de prise de rendez-vous. Le récépissé en question, il se prend à la fin du remplissage du formulaire de demande de visa. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez savoir comment récupérer ce récépissé-là. Hein. Donc, actuellement, dans tout ce que je cite, il y a 2 choses que vous ne savez pas encore comment avoir. Il y a le formulaire de demande de visa et puis il y a le récépissé de prise de rendez-vous. Sinon, pour la quittance de paiement de Campus France, c'est disponible sur votre compte Campus France. Pour l'accord préalable d'inscription, c'est disponible sur votre compte Campus France quand vous finissez de faire le choix définitif. Pour les 4 pages de passeport, vous avez déjà votre passeport, ça c'est déjà ça. Et puis vous allez ajouter dessus, je crois, 4 photos d'identité. Voilà, les photos, vous pouvez les faire à VFS. Ou bien ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Mais au centre de visa, souvent il faut les photos là-bas. Avec les dimensions à respecter et tout et tout. Donc ça, c'est le volet administratif. Après le volet administratif, il y a le volet pédagogique. Respecter l'ordre des volets. Même si dans un volet, tout n'est pas en ordre, mais respecter la constitution en termes de volets. Donc après le volet administratif, il y a le volet pédagogique. Le volet pédagogique, consiste à ajouter en fait tout ce que vous avez ajouté sur votre compte Campus France comme bulletin.
Lorsque vous avez rempli votre compte Campus France, si vous avez ajouté vos bulletins depuis la seconde, dans le volet pédagogique, vous mettez tous vos bulletins depuis la seconde jusqu'à la dernière année en cours que vous avez laissé sur Campus France là. Vous ajoutez ça là-dessus aussi. Donc ça, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Vous savez comment vous avez rempli votre compte. Donc vous ajoutez ce volet là. Hein? Et puis voilà, donc le volet administratif, j'ai cité. Le volet pédagogique, c'est tous vos bulletins, sauf le CV bien évidemment, que vous avez mis sur le compte Campus France. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter une lettre de motivation là-dessus. Voilà. Après, vous allez entendre les gens dire que le volet pédagogique n'est pas obligatoire, que ce n'est pas obligatoire de mettre les bulletins. Bon, ça là, chacun a son appréhension dessus. Moi, comment je faisais, j'ai mis mes bulletins. Dans tous les cas, note que tu veux cacher là, tu as déjà mis ça sur Campus France là-bas. Donc, il faut venir mettre en même temps. Si tu as déjà gâté sur Campus France, mais que tu as eu admission, c'est même gâté qui t'a donné admission. Donc, il faut gâter aussi visa là. Ça peut te donner visa aussi. Hein? Donc, si on vous dit non, c'est pas obligé de mettre les bulletins, vous-même là, réfléchissez c'est mieux de mettre quelque chose dont ils ne vont pas s'en servir que de ne pas mettre quelque chose dont ils ont besoin. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous mettez vos bulletins qui n'ont pas besoin de ça, ils ne vont pas regarder vos bulletins. Ils vont mettre ça juste à côté et puis continuer. Par contre, si vous ne mettez pas vos bulletins alors qu'ils ont besoin de vos bulletins, ils ne vont pas vous appeler pour dire monsieur quoi si vous n'avez pas ajouté vos bulletins. Hein. Quand il y a beaucoup de demandes de visa, qu'il y a un truc qui manque, c'est refus direct. C'est vrai, oui. Après ça, il y a le volet hébergement. Le volet hébergement, on en a déjà parlé. Voilà, j'ai parlé un peu. J'ai fait la différence entre contrat de bail et puis attestation d'hébergement. Voilà, si vous louez un logement qui porte votre nom, vous allez avoir ce qu'on appelle un contrat de bail. Voilà, donc vous allez ajouter le contrat de bail et la pièce d'identité du bailleur. La pièce d'identité même est facultative. Le contrat de bail seul, signé avec la signature du propriétaire et votre signature, c'est suffisant. Donc, dans le cas où vous louez votre propre logement, vous faites le volet administratif, le volet pédagogique, vous ajoutez votre contrat de bail et puis vous pourrez passer au volet financier. Voilà, dans le cas où vous êtes hébergé gratuitement, vous allez fournir ce qu'on appelle une attestation d'hébergement. Attention, pour l'attestation d'hébergement, celui qui vous héberge, sa maison doit, comment dire, respecter un certain nombre de critères. Voilà, c'est-à-dire quoi en termes de dimension. Ici, pour vivre décemment, une personne a droit à minimum 9 mètres carrés pour vivre. Voilà. Donc, vous regardez la maison. Là. Vous regardez la maison, le nombre d'habitants qu'il y a dedans. Est-ce que quand vous prenez 9 mètres carrés, 9 mètres carrés, 9 mètres carrés pour chacun, est-ce que ça vaut la dimension de la maison? Je m'explique. Si vous êtes hébergé dans un logement de 18... Bon, la personne qui vous fait l'attestation d'hébergement a un logement de 18 mètres carrés et que dedans, ils sont déjà 3. Je viens de dire que pour vivre décemment, ce qui est exigé par le consulat, chacun doit avoir 9 mètres carrés pour lui seul, pour pouvoir habiter dedans, pour pouvoir dormir. Vous voyez. Mais eux, c'est la personne qui vous héberge à un 18 mètres carrés, alors qu'ils sont 3. C'est-à-dire, par exemple, il y a le papa, il y a la maman et puis il y a l'enfant. Le papa, lui, il a droit à son 9 mètres carrés. On est d'accord? Parce que c'est ce qu'il faut pour vivre bien. Donc, chacun a droit à 9 mètres carrés. La maman, elle a droit à son 9 mètres carrés. Donc, ça fait déjà 18 mètres carrés. Et ils ont un enfant qui n'a même pas son espace de 9 mètres carrés même. Parce que le logement en question, il fait 18 mètres carrés. Et eux, ils sont 3 dedans. Maman, 9 mètres carrés. Papa, 9 mètres carrés. Ça fait 18 mètres carrés. L'enfant, il n'a même pas ses 9 mètres carrés pour pouvoir venir ajouter une quatrième personne. Voilà. Donc, il faudrait que si vous vous faites héberger, chacun doit avoir 9 mètres carrés. Et quand vous-même, vous allez arriver dans la maison, vous devez avoir vos 9 mètres carrés de libre dans la maison. Donc, vous prenez ça en termes de dimension. Chaque personne, 9 mètres carrés, 9 mètres carrés. Si vous vous ajoutez dessus que ça dépasse les dimensions de la maison, votre attestation d'hébergement ne marchera pas. C'est compris? Voilà. Après, la personne va ajouter, la personne qui vous héberge va ajouter les 3 dernières factures. Voilà, qu'elle a eu à payer. Par exemple, ça peut être une facture d'électricité, ça peut être une facture de téléphone. En fait, c'est juste pour confirmer son adresse. Vous voyez. Ou bien elle peut ajouter aussi son contrat de bail. Ça ne gêne pas. Voilà. Donc, attestation d'hébergement. 3 dernières factures ou contrat de bail, avis d'imposition pour être sûr que la personne qui vous héberge paye ses impôts. Voilà, tu ne payes pas tes impôts, là, tu ne peux pas recevoir quelqu'un. C'est comme ça. Donc, attestation d'hébergement, avis d'imposition, 3 dernières factures. Si la personne est française, la personne va ajouter sa carte nationale d'identité là-dessus. Si la personne n'est pas française, la personne doit avoir un titre de séjour valide sur la durée de votre hébergement. C'est-à-dire, je sais pas, on est en quoi là déjà? On est en avril.
La personne ne peut pas avoir un titre de séjour qui expire en juillet et puis la personne va vous faire une attestation d'hébergement disant qu'elle vous héberge de septembre à juin 2023. C'est pas possible. Vu qu'elle-même, à partir de juillet, on considère qu'elle est devenue comme une migrante. Elle est en situation irrégulière. Donc, la personne doit avoir un titre de séjour valide sur la durée de votre hébergement. Voilà. Si la personne a un titre de séjour de 6 mois, l'attestation d'hébergement pourra durer maximum 6 mois. Donc, si c'est la personne que vous allez utiliser pour l'attestation d'hébergement a un titre de séjour, faites l'attestation d'hébergement en fonction de son titre de séjour. Si son titre de séjour est valable 1 an, vous mettez que vous serez hébergé pendant 1 an. Si vous voyez que son titre de séjour expire dans 6 mois, vous mettez que dans l'attestation d'hébergement que vous allez héberger l'étudiant pendant 6 mois. Voilà, mais après, n'hésitez pas à joindre à cela une lettre explicative pour expliquer que après les 6 mois, vous allez chercher un logement pour pouvoir habiter là-dedans. Voilà, je ne sais pas si on se comprend. Hein? Voilà, donc, je récapitule. Pour ceux qui se font héberger, volet administratif, volet pédagogique, et puis volet hébergement, vous allez ajouter attestation d'hébergement, 3 dernières factures, avis d'imposition, carte nationale d'identité si la personne est française, ou sinon, comment on appelle là? Titre de séjour si la personne est étrangère. Et dans le cas où la personne est propriétaire de son propre logement, vous allez ajouter là-dessus l'attestation de propriété. Voilà, c'est un papier qui montre que la propriété vous appartient. Hein? Ça va? On peut continuer. Après, maintenant, il y a le volet financier. Hein? Le volet financier, il y a le garant financier et puis il y a le compte bloqué. Ça, je vais en parler dans une dernière vidéo, dans une vidéo qui va venir après ça. Où vraiment dans cette vidéo-là, je vais comparer en fait qu'est-ce qui est mieux entre un garant financier et un compte bloqué. Il y a des similitudes, mais il y a un qui est avantageux que l'autre. Hein? Voilà, si je veux trop développer ici, on va quitter ici. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que la suite, ce sera le volet financier. C'est un aspect très important, donc je vais prendre le temps de parler de ce volet-là seul. Et puis faire les comparaisons pour que vous puissiez comprendre. Voilà, et dans la vidéo qui va venir, je vais en même temps donner les papiers qu'il faut fournir quand vous avez un garant financier et les papiers qu'il faut fournir lorsque vous avez un compte bloqué. Voilà, donc si pour la prochaine vidéo vous intéresse, abonnez-vous et puis on s'attrape pour la prochaine vidéo.